Revue des syndicats de la FSU. Et donc, merci à lui de venir. C'est particulièrement important, évidemment, dans la période. J'en parlais ce matin, un peu l'ambiance de la réunion de hier matin avec Olivier Dussopt. Et j'alertais, mais ça a été fait aussi dans les médias, sur la probabilité que des mesures régressives nouvelles soient prises sur le sujet des retraites. On ne sait pas lesquelles, on ne sait pas dans quel calendrier, on ne sait pas avec quel niveau de brutalité quelque part, puisqu'il y a amendement au PLFSS, ça serait la manière forte, et puis peut-être un projet de loi un peu plus tard, mais guère plus tard finalement, puisque dans les deux cas, l'hypothèse c'est une application en septembre 2023. Et je disais ce matin, le discours qu'on a connu avant, mais qu'on n'avait pas eu de nouveau en 2019, puisqu'en 2019, c'était la réforme juste, équitable, pour l'égalité. Le discours, désormais, est revenu aux fondamentaux de la réforme des retraites, c'est-à-dire il n'y a pas les sous pour financer une retraite à un niveau comme on les finance aujourd'hui. Et donc, nos retraites sont au-dessus de nos moyens, et donc il y a des déficits, et donc il faut réformer. Donc on est dans une sorte de retour en arrière sur un discours qu'on a bien connu de toute façon aussi à certaines époques, qui est plus celui de 2019, mais qui n'en est pas moins lui aussi à décrypter et à démonter, et qui n'est pas forcément plus simple à démonter sur le fait qu'on instrumentalise, qu'on met en avant des déficits du système de retraite. Notre argumentation en face, elle sera particulièrement déterminante pour les luttes aussi, pour démontrer la légitimité de ces luttes et la possibilité de financer un système de retraite et globalement un système de protection sociale efficace. Et donc du coup, Michael, c'était la personne indiquée pour nous parler de tout ça, financement. Il a écrit beaucoup de choses, y compris cet été là, sur la loi pouvoir d'achat, sur les cotisations les exonérations de cotisations qui pèsent, du coup, qui grèvent les budgets de la sécurité sociale. Il a écrit beaucoup de choses sur les financements des retraites. Et donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Et je propose qu'il fasse un propos introductif, proposer une vingtaine de minutes, et puis qu'on puisse après échanger et poser quelques questions et voir un peu ensemble ce qu'il faut penser de ce sujet retraite et protection sociale plus globalement, mais peut-être essentiellement retraite si tu veux bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis à la fois en collègue et en voisin. Mon bureau est à la Maison des sciences économiques à un quart d'heure d'ici. Ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit point de situation et de mise en perspective du projet de réforme qui s'annonce, à la fois pour vous expliquer une perspective. La perspective est la suivante. Le gouvernement veut précipitamment mettre en place une réforme des retraites parce qu'il trouve que les dépenses de retraite ne baissent pas assez vite, elles baissent déjà, et qu'il veut les faire baisser plus vite pour financer les baisses d'impôts aux multinationales. Ça, c'est l'analyse que je vais essayer de vous poser. Et puis, de remettre tout ça en perspective du débat, y compris de la précédente réforme des retraites et des enjeux qui se posent aujourd'hui. Alors, comme propos introductif, dire ils veulent faire la baisse des retraites pour donner de l'argent aux multinationales, c'est pas habituellement le ton que j'emploie, et c'est pas parce que je me suis cogné la tête avant de venir. C'est vraiment littéralement l'analyse qu'on peut faire et l'analyse que le gouvernement donne lui-même dans un certain nombre de documents, et je vais revenir là-dessus. Il y a deux discours. Il y a un discours sur les retraites sont en déficit, c'est très grave, mais en réalité, ce qui fait qu'il y a une précipitation à réformer les retraites, c'est bien de financer les baisses d'impôts qui sont prévues et qui sont très importantes. Sur ce que je vous propose, c'est de revenir un tout petit peu en arrière. D'abord, ce sujet retraite, quand on observe un petit peu le monde syndical, le monde social et le système français de protection sociale, il est extrêmement central pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde, sur lequel il y a beaucoup moins de segmentation, qui est beaucoup plus unifiant,
est beaucoup plus mobilisateur. Les mobilisations, la manifestation du 5 décembre 2020 et les grèves qu'il y a eu autour ont été extrêmement importantes, alors même qu'on est dans un contexte social et syndical difficile. Et par ailleurs, y compris la réforme Macron de 2020 qui a fini par être abandonnée, je l'ai écrit et je pense vraiment que c'est pas être excessif de dire que si la réforme n'a pas eu lieu, c'est en partie à cause du mouvement social. Je m'explique. Évidemment, la loi a été très loin, donc la réforme des retraites a été très loin, vous vous rappelez peut-être, 49.3, donc adoptée sans vote au Parlement, puis elle passe au Sénat, et puis le processus parlementaire s'interrompt parce qu'on est au milieu de la crise du Covid. Et donc au milieu de la crise du Covid, au bout d'un moment, le gouvernement décide d'arrêter les frais, ça divise, il a d'autres urgences, et donc il abandonne sa réforme. Mais si la réforme est abandonnée à ce moment-là, d'une part, elle a beaucoup souffert pendant le mouvement social qui a précédé. C'est-à-dire que le calendrier a été plusieurs fois bouleversé, la réforme est en partie détricotée, elle devient plus difficile à expliquer. Il y avait un changement de système, le passage du système actuel au système à points qui devait se faire en 4 ans, et puis dans la dernière version, il devait se faire en 40 ans. Donc la réforme aussi devient de plus en plus compliquée. Et ces bouleversements de calendrier d'une part et la franche opposition de la population d'autre part sont les raisons pour lesquelles, quand le Covid survient, le gouvernement décide d'abandonner la réforme. Alors, je peux dire aussi très sincèrement, je pense qu'il n'y aurait pas eu le contexte du Covid, la réforme serait passée en force, tout était prêt pour ça, mais en même temps, dans le contexte du Covid, c'est bien la mobilisation qui a fait que cette décision a été prise. Et quand on regarde un petit peu l'histoire longue, quand même, on sait que les projets de réforme des retraites sont de nature à déstabiliser fortement le gouvernement, en faire tomber quelques-uns et de ça. C'est jamais facile. J'avance un petit peu, la réforme systémique a été abandonnée, et au moment de l'élection présidentielle, le président de la République fait campagne sur un projet qui est très clair et très détaillé. Si on regarde bien, on pourrait quasiment le calculer à sa place. Là, on a fait quelques analyses de ça. Et le projet de décaler l'âge légal de la retraite à 65 ans, à un rythme très rapide, en commençant à la génération 1961 et au rythme de 4 mois par an de décalage de l'âge légal. Ça, c'est le cœur de la réforme, avec le passage des carrières longues de 60 à 62 ans, quelques engagements, mais pas très lourds, sur des minima de pension à 1 000 € pour une carrière complète. Il y a un gros astérix à ce niveau-là. Et dans le viseur aussi les régimes spéciaux, pas tous, mais les régimes spéciaux, avec un point d'interrogation, on pourra en reparler, sur le régime de la fonction publique. Est-ce qu'il est en jeu ou pas? Ça, c'est dans le cadre de la campagne présidentielle. Et puis, viennent les législatives, et là, on ne sait plus de quoi on parle, on ne sait plus si c'est toujours à l'ordre du jour, si c'est 65 ou 64, si on a bien compris, si tout est ouvert, etc. On n'en entend plus parler. Et il y a un flou qui est organisé autour de ce sujet-là. Et puis vient la rentrée où, à la faveur de la parution du rapport du Conseil d'orientation des retraites, on assiste à une mise en scène, parce que c'est vraiment une mise en scène, une dramatisation des projections de déficit, en disant il y a une urgence à réformer pour faire des économies. Ça, c'est un petit peu le contexte général. Ce que je voudrais montrer, c'est que d'une part, le projet de réforme des retraites ne répond pas à un diagnostic sur le système des retraites. Il répond à un enjeu de finances publiques sur les baisses d'impôts multinationales. Et d'autre part, je voudrais vous donner, selon le corps, selon le Conseil d'orientation des retraites, le véritable diagnostic sur le système de retraite. Je vais commencer par ce deuxième point. Donc, le Conseil d'orientation des retraites, comme il le fait chaque année, un petit peu décalé cette année, a rendu un diagnostic. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Si on le donnait à une étudiante, à un étudiant ou à un élève, pour analyser un rapport, on part toujours du plus important, et puis ensuite on rentre dans les détails. Le plus important quand vous lisez le rapport du corps, c'est les dépenses de retraite sont stabilisées, voire en baisse, en l'absence de toute réforme. Elles sont même plutôt orientées à la baisse, en fait, déjà. Pourquoi est-ce que les réformes des retraites sont orientées à la baisse? Parce que si on ne fait pas des réformes, entre guillemets, positives, on sait d'ores et déjà que l'âge de la retraite va reculer par application des réformes précédentes, notamment la réforme Touraine qui va porter la durée de cotisation à 43 ans. Et on sait aussi que les pensions vont baisser en taux de remplacement. Dans 2 endroits en particulier,
l'Agirc-Arrco, les retraites complémentaires du privé, et dans la fonction publique, à cause du système des primes qui sont quasiment pas prises en compte dans le calcul des retraites. Donc à cause de ces deux éléments-là, alors qu'on va avoir de plus en plus de retraités, les dépenses de retraite vont baisser parce que la retraite se raccourcit et parce que le niveau des pensions se dégrade. Alors il ne s'effondre pas, mais il se dégrade. Ça, c'est le premier diagnostic que donne le corps. Et il alerte, ça fait 10 ans qu'il le fait, avec assez peu d'écho, sur le fait, la chose la plus frappante, c'est que on a passé le progrès sur les retraites et on est sur une situation de rebroussement, de dégradation en termes de durée. Pour vous donner un exemple, alors c'est encore une fois, je ne veux pas dramatiser, hein, mais en espérance de durée de retraite, c'est une statistique un peu vague, hein, mais on estime que quelqu'un qui part à la retraite aujourd'hui va avoir une année de retraite en moins, plutôt 24 que 25 en ordre de grandeur, par rapport à quelqu'un qui est parti il y a 10 ans. Voilà. Les taux de remplacement ont déjà commencé à se dégrader, vous l'avez peut-être constaté chez les collègues, ça ne veut pas dire que la retraite a disparu, mais on part dans des conditions déjà moins favorables aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et sans réforme, ça continue. Ça, c'est le point le plus important que nous donne le corps. Le deuxième point, il nous dit il est probable qu'un déficit dans le système apparaisse. Pas un déficit de nature à mettre en danger le système du tout. Des déficits, il y en a dans plein d'organisations, plein de structures, il y en a dans les universités, il y en a partout. Ça ne fait pas tout fermer. Donc, un déficit, simplement un déséquilibre entre recettes et dépenses. Du côté des retraites, pourquoi un déficit pourrait apparaître alors que les dépenses baissent? Parce que l'État envisage de faire baisser les recettes du système plus vite que la baisse des dépenses. Donc il pourrait y avoir un déficit si les recettes baissent, comme c'est prévu effectivement, plus vite que les dépenses. Pourquoi est-ce qu'elles baisseraient plus vite? Grosso modo parce que l'État va avoir moins de retraites de fonctionnaires à payer dans le futur et qu'il aimerait en profiter pour diminuer sa participation au système. Je ne rentre pas dans les détails, mais si un déficit apparaît, c'est parce que les dépenses baissent trop rapidement. Enfin, les recettes baissent trop rapidement. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec une explosion incontrôlée des retraites, au contraire. Ça ne menace pas le système, un tel déficit. D'abord, on peut le tolérer un temps. Ça s'appelle emprunter. Et si vous vous intéressez au sujet des retraites depuis quelques temps, en fait, c'est ce qui était prévu. Le fonds de réserve des retraites, c'était une caisse de réserve pour payer les années où on sera en déficit. Il se trouve que les gouvernements successifs l'ont siphonné, mais quand on n'a pas de fonds de réserve, on peut emprunter 10 ans, 15 ans et rembourser plus tard, ça revient au même. C'est tout à fait faisable. Deuxième possibilité, on a les 3 leviers. Donc on peut jouer sur le niveau des pensions, vous connaissez. On peut jouer sur l'âge auquel on part à la retraite, c'est le projet du gouvernement. Ou on peut augmenter les cotisations pour équilibrer le système. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est juste un ordre de grandeur, l'augmentation des cotisations qu'il faudrait pour qu'il n'y ait pas de déficit jusqu'à l'horizon 2040, ou alors juste temporairement 4 ou 5 ans, c'est moins de 0,15 points de cotisation par an, en plus, employeurs et salariés. Alors ça vous dit rien, 0,15 points de cotisation. Bah, c'est 2 fois moins que ce qui est arrivé aux fonctionnaires entre 2010 et 2018. Ou 2010 et 2020, je ne sais plus. Entre 2010 et 2020, chaque année, les fonctionnaires avaient une hausse des cotisations de 0,27 points par an. Franchement, il faut être technique pour s'en être aperçu. On s'est aperçu du gel du point d'indice, ça oui, et c'était beaucoup plus important sur nos feuilles de paye. Mais ces hausses de cotisation, les 2 fois plus importantes que ce qu'il faudrait, c'est le radar. Pour une raison simple, c'est pas du tout des sommes importantes. Je dis pas que c'est rien, hein. On est toujours content d'avoir quelques euros en plus, mais c'est pas du tout une somme importante. Donc ce déficit, non seulement il ne met pas en danger le système, mais si jamais on le finançait de la façon entre guillemets la plus dure pour les salariés, ça serait vraiment, ça n'aurait rien à voir ni avec le prix de l'énergie, ni avec quoi que ce soit. C'est vraiment minime. Ça pourrait par ailleurs être financé d'autres manières, notamment avec un maintien de l'engagement de l'État au niveau où il est actuellement. Il n'y a de déficit que parce que l'État a prévu de baisser sa participation au système. Ça, c'est toujours ce que nous dit le corps. Donc, 1, les dépenses sont en baisse, et s'il y a quelque chose dont il faut s'inquiéter, c'est plutôt le niveau des pensions. 2, le déficit n'est pas dangereux. Voilà, principalement. Et donc, dans ce contexte, que veut faire le gouvernement? Le gouvernement, il envisage une réforme rapide pour faire des économies. Il y a 3 raisons qui sont invoquées. Pour moi, il y en a une qui est artificielle.
il y en a deux qui sont vraies et qui sont aussi données par le gouvernement. La première qui est artificielle, c'est traditionnel. Comme les réformes des retraites sont très impopulaires, on dit toujours qu'on va faire la réforme des retraites pour sauver les retraites. Il y en a plein les manuels de sciences sociales, à chaque réforme c'est un discours qu'on voit. Il y a des fois c'est vrai. Il y a des fois aussi où c'est une mesure de mettre le pied sur le frein. C'est-à-dire que dans les années 90, les réformes des retraites étaient dures, mais elles visaient à éviter une explosion des dépenses de retraite. On voyait, il y avait une augmentation des carrières des femmes notamment, on allait avoir plus de dépenses de retraite, donc il fallait freiner. Là, ce n'est pas du tout le cas, le système n'est pas en danger, et si on veut faire une réforme, c'est pour baisser les dépenses plus vite que ce qui était prévu. Donc, l'argument qui est mis en avant, le rapport du corps, oh là il y a le feu, il faut qu'on fasse une réforme avant les vacances de Noël, c'est vraiment du théâtre. Après, il y a deux autres raisons pour lesquelles le gouvernement envisage de faire la réforme des retraites. Il y en a une, c'est sa réforme du marché du travail. Il y a vraiment l'idée de mettre plus de gens sur le marché du travail, d'accroître la concurrence entre les personnes sur le marché du travail. On le voit très clairement avec la réforme d'assurance chômage. C'est aussi le projet, et c'est aussi dit de temps en temps sur les retraites, il faut qu'il y ait plus de personnes sur le marché du travail, d'une part pour augmenter l'emploi, il y a des gens qui vont rester en emploi, mais aussi pour augmenter la concurrence entre salariés et éviter que les salaires remontent. Parce que apparemment il y aurait des tensions sur le marché du travail et on aurait peur que les salaires ne remontent. C'est la deuxième raison, c'est une vision, en gros il faut travailler plus, moins de prétention salariale, et donc la réforme des retraites participe à ça. Et la troisième raison, qui est sans doute la plus urgente, c'est la question des finances publiques. Et ça, c'est extrêmement clair dans la stratégie du gouvernement. Le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, mais au-delà de l'Union européenne, c'est vraiment l'orientation de Bruno Le Maire, par exemple, qui le dit. Il pense qu'il faut réformer la France, et que pour réformer la France, il faut moins de prélèvements obligatoires et moins de dépenses publiques. Et donc, il s'est déjà engagé à baisser des prélèvements obligatoires. Alors, il y a eu les baisses de l'impôt sur la fortune par le passé, la baisse de la taxe d'habitation. Et là, pour le budget 2023 et 2024, ça risque d'être étalé sur 2 ans, il y a une baisse massive de ce qu'ils appellent les impôts de production, dont l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 milliards de recettes en moins chaque année. 10 milliards de recettes, c'est à peu près ce qu'ils espèrent récupérer en réformant les retraites rapidement, en ordre de grandeur. Et l'idée est la suivante, et c'est écrit tel quel à la première page du programme de stabilité transmis à l'Union européenne au mois de juin. Les engagements du président de la République seront tenus. Parmi ces engagements, la suppression de la redevance télé et la baisse des impôts de production. Ces engagements seront tenus sans augmentation des prélèvements obligatoires, essentiellement par des réformes structurelles, en particulier la réforme des retraites. Voilà. Et donc, la précipitation, alors c'est politique, hein, c'est pas juste... La volonté du gouvernement, c'est de baisser les prélèvements obligatoires et de baisser les dépenses publiques. Quand vous voulez baisser aussi massivement les dépenses publiques, en fait, il n'y a que 2 postes qui permettent de le faire rapidement. Il y a la masse salariale de la fonction publique, mais le point d'indice a été gelé depuis tellement longtemps qu'on a déjà été loin dans cette direction. Et l'autre possibilité, c'est les retraites. Voilà, parce que c'est un gros morceau. Et donc, c'est ça qui est visé directement. Alors, quelle forme ça pourrait prendre ? Les 2 choses qui font le plus rapidement des économies, c'est jouer sur l'âge légal, ça fait des économies vraiment à court terme, parce que ça décale le départ en retraite, donc ça fait des années où on ne paye pas les retraites. Éventuellement la durée de cotisation. Voilà, donc il y a un scénario âge légal où par exemple, dès 2023 ou dès la moitié 2023, on décalerait de 4 mois l'âge légal, puis 4 mois chaque année, peut-être jusqu'à 63 ans, et puis après on recommencerait. Ou alors il y a un deuxième scénario dont on entend parler, qui serait l'accélération de ce qu'on appelle la réforme Touraine, c'est-à-dire porter la durée de cotisation à 43, plus rapidement que prévu. Aujourd'hui c'est prévu, je crois, pour la génération 74, et là ils iraient beaucoup plus rapidement. Les personnes très directement concernées ne sont pas exactement les mêmes selon les situations, mais grosso modo, les personnes dans le viseur, c'est les 55+, à court terme, et puis derrière tout le monde. Ça, c'est la forme que ça pourrait prendre. Quel est le véhicule? Benoît en parlait tout à l'heure. Il y a 3 possibilités. Soit c'est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est déposé à la fin du mois au Parlement. Ça, c'est la première possibilité, mais ça voudrait dire qu'ils vont très vite. Ça veut dire notamment qu'ils font à peine semblant de consulter les organisations syndicales.
Parce que le projet de loi, il va être posé le 27. Il y a eu une réunion hier, mais même le temps que chacun exprime un avis, ça va aller très vite. Deuxième possibilité, le projet de loi est déposé, il n'y a pas mention de retraite dedans, mais le gouvernement, pendant le débat parlementaire, peut amender son propre texte. Alors là, ça paraît encore plus cavalier, parce que quand il fait ça, il n'y a aucune expertise en amont. Il n'y a pas d'étude d'impact, c'est pas examiné par les commissions, etc. Mais c'est possible. Troisième possibilité, il y a un renoncement à passer de manière cavalière par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à la fois parce que ça pose des problèmes parlementaires, François Bayrou a émis des réserves, il faut aussi se concilier avec la droite parlementaire, peut-être qu'il faudra passer au 49.3. Donc ça pourrait faire qu'on ne passe pas. Il y a une autre raison, c'est que la mémoire des perturbations économiques entraînées par les grèves fait que, y compris des personnes favorables à la réforme, n'ont pas forcément envie que se déclenchent des mouvements sociaux en novembre ou décembre. Et dans ce cas-là, l'autre possibilité, ça serait une loi au premier trimestre 2023, avec pour l'instant toujours annoncé l'objectif que ça s'applique à l'été 2023. En gros, pour les gens de la génération 61 ou 62, et qu'après ça continue. Donc voilà l'état des informations. Je pense qu'aujourd'hui, rien n'est arbitré, ni sur le véhicule, donc quand, ni exactement sur les mesures. Mais pour l'instant, le gouvernement s'est lui-même mis dans une seringue d'aller chercher 10 milliards ou 12 sur les retraites très vite. Il pourrait faire demi-tour, parce que les circonstances sont compliquées, il y a la crise énergétique qui arrive, il y a plein de... Mais ça serait vraiment pour lui un changement de pied. Pour l'instant, il est dans cette seringue, il y a les baisses d'impôts prévues, il veut faire des économies sur les dépenses publiques en face, et donc il cherche la voie de passage. Mais aucune inquiétude, on va lutter. Hein. Attends, je vois toutes les mines déconfites. Ouais, il y a des... On est à l'enfer. Allez, c'est le premier. La première Allez. intervention est souvent... Le premier ou la première qui se lance, après ça va arrêter. Allez. Bonjour, ce n'est pas une question, c'est une information. Nous avons un stage qui pourrait permettre de détailler tout ce qui vient d'être brillamment exposé maintenant par Michael Zemmour, les 19 et 20 octobre, c'est-à-dire dans pile un mois. Donc si vous voulez creuser la question et peut-être justement être plus convaincant dans les argumentations dans votre entourage, hein, venez au stage et il faut déposer les autorisations d'absence maintenant. Bonjour. Bonjour. Oui, alors, je vois bien, oui, Christophe Doux, SD49. Je vois bien l'argument, mais le problème, moi, que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est en train de dire ça ne sert à rien de reculer l'âge légal de la retraite, puisque mécaniquement, de toute façon, l'âge réel augmente et qui sera de 64 ans de toute façon d'ici 10 ans. Mais moi, j'ai pas envie de ça comme argument. Moi, ce que j'aimerais savoir, entendre des fois davantage, parce que sur ça on a du mal à convaincre des fois, c'est les conditions économiques du retour d'un âge légal à 60 ans, par exemple. C'est-à-dire combien, comment et combien, voilà, et vous, enfin, vous voyez l'idée. Parce qu'effectivement, on a compris que mécaniquement, de toute façon, si on laissait l'état actuel faire, enfin, les choses actuelles se faire, on est perdant, quoi. Enfin, on a perdu. L'âge légal, l'âge réel augmente aujourd'hui de manière importante. Quelques petites précisions parce que vous avez évoqué le fait que le gouvernement veut réduire sa participation à la retraite des fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est autour de 77% du salaire
brut, je crois, vraiment, la partie employeur. Hein, voilà. Donc est-ce qu'il y a déjà des pistes, des scénarios là-dessus qui sont envisagés, qui pourraient permettre d'illustrer plus finement peut-être ce projet? C'était ça. Moi, j'aimerais savoir combien de pourcentage sont les plus de 55 ans qui travaillent encore dans le secteur privé, pas les fonctionnaires. Parce qu'il y a quand même un vrai problème, comme nous. Moi aussi j'ai peut-être une question parce que, alors c'est peut-être un peu technique, mais sur le choix qui va être fait entre âge légal ou augmentation des durées d'assurance, ou encore d'autres techniques. On avait entendu parler à un moment d'augmentation des taux de décote éventuellement, ou de système de double décote, j'en sais rien, mais voilà, tous ces choix qui vont être faits, c'est vrai qu'ils ne touchent pas les mêmes personnes, et on risque d'avoir l'argument selon lequel l'âge, la mesure d'âge, le recul de la mesure d'âge, va toucher des personnes qui ont commencé tôt à travailler, qui ont déjà leurs annuités par exemple à 62 ans et qui là sont obligés de continuer. Et ça, souvent, ça touche les plus bas salaires, c'est-à-dire des gens qui ont commencé tôt, souvent donc sans forcément de qualification au début de leur vie active, etc. Et à l'inverse, si on augmente les durées, peut-être que ça touche davantage, mais je voulais un peu confirmation et puis que tu nous dises comment envisager cette problématique. Peut-être que ça touche davantage d'autres publics. Et on sent déjà, alors je disais ce matin, il y avait une unanimité syndicale à la réunion avec du SOPT. Néanmoins, et pour se le dire entre nous, on sent déjà que la CFDT est très opposée au recul de l'âge, mais sur les augmentations de durée, voire sur des systèmes qui iraient vers voilà, peut-être une augmentation des décotes, etc., on va dire qu'ils sont moins virulents. Et avec l'argument que vraiment le pire, c'est le décalage de l'âge de départ, parce que ça touche souvent déjà des salaires très faibles, et donc des pensions qui sont après très faibles. Ça oblige des gens qui ont les annuités à 62 ans à continuer à travailler. Ce que c'est pas tout à fait la même chose si on touche aux durées. Et donc avec quand même un argument que je vous accorde complètement, qui n'est pas du tout dans la manière qu'on nous on a de manier le sujet, mais un argument qui risque d'être avancé et utilisé par le gouvernement, qui est de dire on ne fait pas l'injustice du report de l'âge, mais on va augmenter les durées parce que quand même il faut dégager des recettes, enfin, voilà, tout ce que tu as dit sur la nécessité de faire des économies. Et c'est difficile pour nous à la FSU de manier ça parce que justement on a quand même nous particulièrement dans les champs de syndicalisation que nous avons des gens qui justement subissent beaucoup et beaucoup plus que les autres les décotes en fonction des durées d'assurance, parce que souvent c'est dans le dernier rapport du corps, je crois, sur les enseignants, je ne sais plus si c'est sur les enseignants ou si c'est sur quelle catégorie de population, mais l'âge d'entrée en emploi a encore reculé. Le premier emploi est encore plus tardif et chez nous ça doit être autour maintenant de 27 ans je crois, hein, donc c'est extrêmement tardif. Donc voilà, petit point peut-être à manier en tout cas intelligemment pour nous, qui est intéressant en tout cas me semble-t-il dans la présentation qu'on pourra faire. Ouais, on relance un deuxième coup. Bon, il y a trois questions qui sont très proches, qui se rejoignent quand on rentre dans le détail. Alors, peut-être pour commencer par la première, les réformes précédentes n'ont pas encore rempli pleinement leur effet. Donc effectivement, on sait qu'il y a un décalage, et en particulier par l'effet dont parlait Benoît, c'est-à-dire à la fois on rentre plus tard sur le marché du travail, et puis la durée d'assurance continue à s'allonger. Et du coup, on sait que l'âge moyen, mais ce n'est qu'un âge moyen, va continuer à augmenter
jusqu'à 64 ans, mais dans longtemps, en 2040. Ça, c'est sans réforme du fait des réformes anciennes. Donc, la dégradation, entre guillemets, elle est déjà programmée. Cela dit, aujourd'hui, il ne faudrait pas relativiser l'ampleur de la réforme proposée par le gouvernement. Il veut vraiment faire des économies. Donc, des fois, parfois, lui-même, il a tendance à dire « Mais de quoi on parle? On est déjà à 63, on va être à 64 ». En fait, ça ferait vraiment une grosse différence. Aujourd'hui, à 62 ans, je crois qu'on est à 3 personnes sur 4 qui liquident sa pension, ou qui a liquidé sa pension avant ou à 62 ans. Chez les cadres, ça va être à 63 ans, on passe la majorité. Mais donc, si par exemple, dans 5 ans, l'âge légal passe à 63 ans, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, qui sont rattrapés par cet âge légal. Donc l'effet est important. Par ailleurs, on peut aussi avoir une option d'aller plus loin et de transformer les choses. Si on veut transformer les choses, à mon avis, il y a 2 pistes. Il y a une première piste qu'on pourrait appeler, qui est très ambitieuse, hein, mais qui est, entre guillemets, un moyen terme, qui consiste à regarder les grosses difficultés du système actuel. Parmi les grosses difficultés du système actuel, il y a les polypensionnés. Ça, c'est assez simple, donc les gens qui passent d'un régime à l'autre. Franchement, ça ne serait pas compliqué techniquement de faire un calcul au plus favorable. Ça coûterait un petit peu, mais il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a pas besoin de faire un seul système ou quoi. On le fait dans plein d'autres choses, donc ça serait... mais c'est un vrai problème. Il y a l'inégalité femmes-hommes et il y a la baisse programmée des pensions dont je parlais tout à l'heure. La baisse programmée des pensions, c'est simple. Il faut qu'on se donne un objectif d'âge et de niveau de pension et il faut calibrer les ressources en fonction. Ça, c'est clair. Sur l'inégalité femmes-hommes, il y a plein de ressorts, mais fondamentalement, et là ça rejoint ta question, notre système de retraite, il a été conçu pour une carrière bien élevée, c'est-à-dire un ouvrier, homme, de l'industrie, à carrière ascendante et continue. Ça a été pensé comme ça à l'origine, et en fait ça a continué d'être conçu comme ça. Il y a des travaux d'histoire qui montrent que même en 1980, on n'avait pas de statistiques sur la retraite des femmes. Donc on continuait à faire des trucs sur les carrières d'hommes, et on n'avait même pas les données, quoi. Et donc, ce qu'on a fait avec le temps, c'est qu'on a pris les mêmes types de critères, âge et durée, on les a tirés au maximum, et se rendant bien compte quand même que ça ne correspondait pas à toutes les réalités, on rajoute des patchs. Donc on fait des validations de trimestre, par exemple, très différemment dans le public et dans le privé. Au passage, dans le public, c'est quand même beaucoup moins favorable, les validations de trimestre pour enfants, que dans le privé. Mais simplement, on est arrivé à des critères qui sont trop éloignés de la réalité des carrières. C'est-à-dire 43 ans aujourd'hui, c'est énorme. Du coup, pour que ça ait un peu un sens, on valide des trimestres à droite à gauche, mais en faisant ça, on ne rattrape jamais tout à fait les choses. Donc à un moment donné, pour aller à l'essentiel, je ne sais pas exactement quand on était à 37 annuités et demie et 60 ans, s'il y avait ajout de durée, il y avait peut-être des différences dans le sens que tu dis, mais aujourd'hui, il est clair que ça peut taper soit l'un soit l'autre très dur sur des publics différents. Effectivement, une carrière complète qui, à la limite de la carrière longue, donc quelqu'un qui a commencé très tôt, qui n'a pas eu d'interruption, la mesure d'âge, c'est vraiment une injustice criante, parce qu'en fait, ça veut dire que c'est plus 42 ans, mais ça peut être 43 ou 44. Donc c'est vrai, et ça peut être des personnes modestes. Mais à côté de ça, quand on regarde les plus faibles pensions, et c'est du monde, hein, c'est 30% des retraités à peu près, c'est des gens, et en particulier c'est des femmes, qui ont des carrières très incomplètes, qui partent avec les retraites les plus faibles, le plus tard, parce qu'il faut attendre 65, 66, 67 ans pour annuler la décote, et qui se prennent le plus fortement la décote quand elles partent avant. Et donc si on joue sur la durée, c'est là où ça tape le plus fortement. Et donc les mesures intermédiaires qui pourraient être prises, un peu d'urgence, ça serait de ce côté-là, c'est-à-dire supprimer ou réduire fortement la décote, faire en sorte que les minima de pension ils se déclenchent dès l'âge légal, donc aujourd'hui par exemple 62 ans. Les minima de pension, là, aujourd'hui, ne sont pas très loin de 1 000 € en montant, par contre il faut attendre l'âge du taux plein pour que ça se déclenche. Donc 66 ou 67 ans pour toucher une retraite de 700 ou 800 €. Le minimum vieillesse, qui n'est pas une retraite, qui est un minima social, il faut attendre 65 ans. Donc si on s'intéresse vraiment à la justice sociale, si on fait un diagnostic qui part du système des retraites, les premières mesures, c'est sans doute d'avoir des droits qui se déclenchent à l'âge légal et qui soient avec une pension minimale garantie d'un niveau correct, à définir, comme ça peut exister ailleurs, et ça c'est tout à fait possible. Et puis après, il y a la question de l'âge, et notamment la question des 60 ans. Est-ce qu'on revient à 60 ans, etc.
moi j'ai des éléments d'analyse, j'ai pas d'avis, de toute façon c'est pas mon avis qui compte. Les éléments d'analyse. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible au sens où il y a 12 ans c'était le cas. On n'était pas dans un pays très différent d'aujourd'hui. Il y a 12 ans, l'âge légal il était à 60 ans. Ça coûte très cher. En termes de mobilisation de ressources, c'est beaucoup. Je ne sais pas les chiffres en tête, mais si on additionne toutes les mesures sociales des programmes à l'élection présidentielle, la retraite à 60 ans, c'est de l'ordre de grandeur de 70-100 milliards, c'est beaucoup. Donc il est possible d'avoir des choses qui soient entre les deux. Mais est-ce que c'est une question qui se pose? Oui, c'est une question qui se pose vraiment socialement. Pourquoi? Pour la raison que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était déjà le cas avant, mais c'est toujours le cas. Quasiment la moitié des personnes ne sont pas en emploi quand elles prennent leur retraite. Donc quand tu disais combien, il y a à peu près 1 personne sur 2 ou 6 personnes sur 10 qui est en emploi quand elle prend sa retraite, donc pot de départ et le lendemain retraite. Pour les 40% restants, c'est chômage, RSA, invalidité, congé maladie ou inactivité plusieurs mois avant la retraite. C'est beaucoup moins vrai pour les cadres. Donc les cadres, ils vont rester au travail, parfois au détriment de leur santé psychique ou physique, mais ils vont rester au travail. Mais du côté des ouvrières et des ouvriers, alors c'est particulièrement vrai dans les métiers pénibles, le nettoyage, etc., on finit sa carrière en dehors de l'emploi. Et quand on est passé de 60 à 62 ans, autant les cadres ont prolongé leur activité, autant les ouvriers et les ouvrières, le premier effet, ça a été d'augmenter la durée d'inactivité, le sas de précarité entre emploi et retraite. Alors, il y a des situations où ça se passe parce qu'on a une pension d'invalidité correcte, et puis il y a des situations où c'est vraiment un temps de précarité, à tel point que pour 4 personnes sur 10 à peu près, le passage à la retraite améliore le niveau de vie. Parce qu'avant, c'est la précarité. Et donc, là, il y a un vrai gros problème, par exemple, si on joue sur l'âge légal, c'est que ça s'est passé quand on est passé de 60 à 62, il n'y a aucune raison que ça se passe mieux quand on passe de 62 à 65, alors que le travail ne s'est pas adapté. Donc là, il y a vraiment un gros sujet. Dernier point, moi je raisonne pour l'instant toujours avec l'objectif de 65 ans, parce que pour moi c'est la feuille de route du gouvernement. Mais il est possible que pour faire passer la réforme, cette feuille de route elle soit découpée. Et donc en annonçant d'abord 63, puis plus tard 64, etc. Si on annonce 63, c'est sûr que c'est particulièrement socialement injuste. Ça va taper d'abord les gens qui ont commencé à travailler tôt. Et puis enfin, je suis un peu long, mais je réponds sur la question de l'État. C'est un micmac cette affaire, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Moi-même, j'ai toujours un peu du mal à raconter l'histoire. On va faire simple, j'essaye. Historiquement, l'État, il cotise pas. L'État, il paye le traitement de ses fonctionnaires, et quand ils sont à la retraite, il continue à les payer. Et c'est pas une injustice, c'est que l'État, a priori, il est toujours là dans 150 ans. Donc il n'a pas besoin d'une caisse pour assurer qu'il sera toujours là. Dans le privé, il faut une caisse parce que si votre boîte ferme, bah, vous êtes content d'avoir quand même une retraite. C'est pour ça qu'il y a le régime général du privé. Simplement, il y a quelques dizaines d'années, on a voulu afficher par parallélisme des cotisations en face des retraites de l'État. Du coup, on a calculé un taux fictif, on prend les fonctionnaires actifs, et on dit bah, les retraites des fonctionnaires qu'on paye, en fait, c'est comme si les fonctionnaires actifs cotisaient. Donc on crée des cotisations que l'État se verse à lui-même, qui n'existent pas sinon sur le papier, pour expliquer ça. Et comme la fonction publique a changé de démographie, ça fait des taux de cotisation qui n'ont aucun sens. 70%, 80%, ça n'a aucun sens, mais ça permet de faire des commentaires complètement tarabiscotés. Sans rentrer dans les détails, ce qui est programmé pour les années à venir, c'est que l'État voit qu'il va avoir, il a déjà moins de fonctionnaires, et il va avoir moins de fonctionnaires retraités à payer. Et il voudrait en profiter pour diminuer la voilure, pour faire des économies. Il n'a quand même pas réduit la masse salariale autant pour continuer à mettre autant d'argent dans la retraite. Et il a un argument pour ça, qui est réel. Il aura moins de retraités fonctionnaires. Et donc là, il y a deux possibilités. En fait, il y a deux niveaux de question. Un, est-ce qu'on est d'accord dans le pays, alors qu'on va avoir plus de retraités, pour payer moins d'argent pour les retraites? Oui ou non? Pour l'instant, la posture, c'est de dire, bah, on va avoir plus de retraités, mais c'est pas grave, on mettra moins d'argent pour les retraites. Si on dit non, la question qui reste, c'est qui doit payer? Et là, il y a deux possibilités. Soit c'est le secteur privé qui se rend compte que sa démographie évolue et qui augmente un peu son taux de cotisation, soit c'est l'État
qui, au nom de la solidarité entre régimes, qui a toujours existé, hein, il y a eu des solidarités entre le privé, les mineurs, les collectivités locales, etc., dit bah, en fait, j'ai moins de fonctionnaires, mais je vais continuer à subventionner un peu le système. Mais c'est vraiment une question de qui paye quoi, et c'est une question technique qui pourrait très bien s'arranger. Donc là, il y a vraiment une mise en scène avec l'État qui veut profiter du contexte pour faire des économies. J'espère que je ne vous ai pas endormi, c'est vraiment une question un peu compliquée pour moi en tout cas. Il y avait deux, je vois il y avait Caroline et Thierry. Merci beaucoup pour ces explications vraiment très claires. Il y a quand même quelque chose aussi qui, je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est la fin de la décote et les 5 ans en fait. On arrête à quel moment on arrête la décote? À quel moment elle finit? Est-ce qu'on sait dans les projets où on parle de 64 ou 65 ans, si automatiquement on va monter aussi à 68, 69, 70 ans? Et je pense que ça peut aussi avoir en termes de mobilisation aussi un impact excessivement important. Quand on donne de 65 ans, parfois ça fait peur, mais si on donne le chiffre de 70, c'est pas la même chose encore, on change de dizaine, il y a un objectif totalement différent. Mais est-ce qu'on a des informations par rapport à ça? Je pense aussi, moi, je suis dans un établissement, dans un lycée, et je vois des collègues qui sont tout simplement agents techniques, qui vont finir à 67 ans, parce que ce sont des femmes qui ont commencé très tard, et qui vont aller jusqu'à 67 ans, non pas parce qu'elles ont envie, parce que c'est vital. Donc la question qui est posée, c'est par rapport à elles, et dans quel état elles vont finir, puisque elles souffrent également aussi de nombreux problèmes liés à leur travail. Voilà, merci aussi beaucoup pour les explications, c'est vraiment très utile. Vous en avez un petit peu parlé, mais ma question portait sur les inégalités femmes-hommes. Je crois que c'est vraiment un acquis de la bataille de 2019 que d'avoir réussi à mettre en évidence cet aspect-là. Il ne me semble pas qu'en 2010 c'était tellement un sujet, par exemple, pas aussi fort, et je crois que ça a vraiment contribué à avoir une logique un peu gagneuse dans nos mobilisations. Et j'imagine que le gouvernement le sait et qu'il anticipe ce sujet-là. Donc je me demandais si vous aviez des éléments sur la manière dont il pourrait y répondre et sur la manière dont il pourrait le traiter. Vous avez esquissé un petit peu les différences de conséquences sur les femmes et les hommes entre les mesures d'âge et la durée des cotisations, mais j'imagine qu'il y a une stratégie gouvernementale sur cet aspect-là, puisque depuis le départ, ils prétendent que c'est un sujet qu'ils traitent politiquement. Oui, moi j'ai une question sur l'environnement, pas au sens écolo du terme, mais l'environnement des retraites. Dans le sens où, par exemple, qu'est-ce que donnerait la création d'1 million d'emplois en France? Quelles répercussions ça aurait sur les retraites? Ou, autre manière d'aborder la question, pendant très longtemps on a parlé de 10 points du PIB qui avaient été transférés du travail vers le capital. Si on inversait ce mouvement-là, du capital vers le travail, qu'est-ce que ça donnerait sur les retraites aussi? Parce qu'on nous fait raisonner dans un cadre un peu constant, comme s'il y avait des invariants, des choses qui ne peuvent pas changer. Et voilà, donc vous voyez un peu le sens de mon interrogation. Christophe veut reposer une question, on retient quelque chose dans notre risque ou pas? Non, ouais, non. Ouais. C'était juste que des fois, je présente les choses aux gens en disant que c'est un problème de temps de travail sur la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la question des retraites qui est en jeu, sûrement globalement, y compris ça tient la route, mais c'est une question de temps de travail. C'est-à-dire que ça rentre dans le logiciel néolibéral de faire travailler plus les gens. Et comme on est coincé, parce que c'est difficile de réduire les congés payés, c'est difficile d'augmenter la durée de travail hebdomadaire, on voit bien les formes de résistance que ça suscite. Finalement, il ne reste plus que le temps de travail sur la vie à augmenter. C'est leur seule option. Et c'est pareil, en gros, la retraite, là, de travailler 37 heures par semaine, quoi.
Génération 61, c'est... Sur le temps de travail, sur la vie, oui, évidemment, c'est une question importante. C'est une question d'organisation et de partage du travail. Faut dire aussi, la France est spécifique en Europe. On arrête de travailler un peu plus tôt et on a des retraites plutôt plus protectrices et plutôt plus égalisatrices qu'ailleurs. Dans d'autres pays, d'abord le taux de pauvreté des seniors est plus élevé. Dans d'autres pays, les retraites c'est un mix public-privé. Et donc plus inégalitaire, ça reflète plus les inégalités sur le marché du travail. On part un peu plus tard, mais en même temps le travail a l'air plus dur en France d'après plein d'indicateurs. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il y a du chômage, mais pas que du chômage, aussi beaucoup d'invalidité entre 60 et 62 ans, c'est que les gens craquent, et d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, l'âge est une question vraiment importante parce que les gens veulent partir dès qu'ils peuvent. Alors c'est entre dès qu'ils peuvent et le taux plein, mais notamment, y compris dans l'éducation, la volonté de partir et de ne pas durer est extrêmement forte. Alors, comment ça serait dans un autre cadre économique? Entre guillemets, ça serait plus simple. Moi, c'est un peu une déformation professionnelle. J'essaye de raisonner avec des hypothèses minimales et simplement de montrer que même dans le cadre minimal du système actuel, les choix du gouvernement sont des choix extrêmes au sens où il essaye, pas celui-là seulement, hein, ça fait 15 ans à peu près, de tout régler uniquement sur la durée et le niveau des pensions et de jamais mettre de ressources supplémentaires alors qu'on a plus de retraités. Donc dans ce cadre-là, j'essaye de montrer que c'est extrême. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de se poser ces questions-là? Et là, ça rejoint la question que tu posais. C'est que, par exemple, augmenter les cotisations, ça ne fait pas baisser les salaires, ça fait qu'ils augmentent moins vite. Mais évidemment, quand on est dans une période comme les années 60 ou 70, où les salaires augmentent très rapidement, c'est moins gênant d'augmenter un peu moins vite les salaires et d'augmenter les cotisations que dans une période comme aujourd'hui, où les salaires ils stagnent et le point d'indice est gelé, donc il n'y a plus que la progression de carrière. Si dans la progression de carrière, on en a encore un peu pour les retraites, il n'en reste plus beaucoup. Donc effectivement, la situation est plus dure. Si la rémunération des salariés s'améliorait, soit parce que le partage de la valeur ajoutée s'améliore, soit parce qu'il y a plus de croissance, la contrainte se relâche. Et quant au chômage, ça résoudrait plein de problèmes à court terme, par exemple à l'horizon 2030, ça ferait beaucoup de cotisations qui rentreraient. À moyen terme, le problème se reposerait quand même, parce que des gens qui travaillent davantage, ils ont davantage de droits à la retraite à honorer. Et donc, voilà. Et donc, au fond, il y a quand même une question collectivement de quelle est la mission qu'on donne à la retraite, quel âge avec quel niveau de pension, à la fois le niveau minimal et quel taux de remplacement. Et en fonction de ça, assumer des arbitrages, y compris syndicalement, en disant, la question elle peut être posée comme ça. Hein, si demain le gouvernement faisait un référendum, c'est 65 ans dans 10 ans, mais on ne touche pas au taux de cotisation, ce qui est son schéma, ou une augmentation progressive des cotisations de temps et on garde les paramètres actuels, qu'est-ce que préfèrent les gens? Et je pense qu'en réalité aujourd'hui, avec des différences selon les situations, des choses à adapter, en réalité les gens préféreraient payer un petit peu pour garder les paramètres actuels plutôt que d'avoir 65 ans. Voilà, et alors dernier point sur les inégalités femmes-hommes et la décote, c'est un peu la même question, hein, parce que la décote, ça tape quand même... En fait, la décote, elle peut jouer de deux manières. Si vous n'avez pas une carrière complète, soit vous partez et vous êtes pénalisé plus que proportionnellement par la décote, soit vous attendez d'annuler la décote et du coup ça vous renvoie à 65 ans ou 67 ans. Soit encore, vous relevez des minima de pension et il faut attendre d'annuler la décote. Et donc, à l'origine, la décote, et ça marche un peu, c'est un effet de comportement. On vous dit, vous devez aller là et vous y allez. Et quand on regarde, effectivement, les gens y vont. Les gens s'arrêtent au taux plein, ils ne s'arrêtent pas avant, ils ne s'arrêtent pas après, ils visent le taux plein. Mais en même temps, quand on regarde ce que fait vraiment la décote, elle tape sur les plus modestes. Vraiment, 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 et sur les femmes en particulier. Et donc, c'est vraiment un système qui n'est pas satisfaisant. Quand vous regardez les gens qui partent avec une décote ou les gens qui partent à 65 ans, ils sont très largement surreprésentés dans les 20% de pensions les plus faibles. Et donc, la suppression de la décote ou sa neutralisation d'une manière ou d'une autre pour permettre de partir dès l'âge légal, ça serait très clairement une mesure sociale. Et ensuite, sur les inégalités femmes-hommes, au-delà de cette décote, donc clairement, si c'est la durée,
l'effet sur les femmes est flagrant, il est immédiat, on le voit. Pas toutes les femmes qui ont une carrière incomplète. Il y a aussi des femmes qui atteignent la carrière complète par des validations de trimestre pour enfants, et c'est particulièrement le cas dans le privé. Elles, par contre, elles seraient plus impactées par un décalage de l'âge légal, parce qu'aujourd'hui, dans le public ou dans le privé, mais plus dans le privé, il y a beaucoup de femmes qui peuvent, au titre de la validation pour enfants, partir dès l'âge légal. Parce qu'à 62 ans, elles ont le taux plein. Si on décalait à 65 ans, ou à 63 ou 64, elles partiraient avec le même taux, donc aucune bonification, et elles ne bénéficieraient pas des validations pour enfants, parce qu'en fait, elles n'en auraient plus besoin. Donc, pour le dire autrement, si on décale l'âge, aujourd'hui, dans les projets Macron qui est annoncé avant la présidentielle, il s'agissait que de l'âge et pas de la durée. Ça pourrait changer, mais pour l'instant, c'était que l'âge et pas la durée. Mais simplement, ça a quand même un effet sur les montants. Notamment, ça supprime toutes les surcotes. Parce que quand la surcote, vous la calculez qu'à partir de l'âge légal, donc des gens qui surcotent, si l'âge légal passe à 65 ans, bah, ils perdent 3 années de surcote. Donc ça jouerait comme ça sur les surcoteurs, et pour les femmes, en fait, ça ferait pareil, ça ferait ce qu'on appelle de l'écrêtement. Vous aviez droit à des validations de trimestre, mais vous n'en avez plus besoin. Et donc, en fait, on prolonge avec un gain extrêmement minime. Donc voilà les effets que ça pourrait avoir sur les femmes, mais évidemment, ça dépend de l'option qui est choisie. Et je suis bavard, mais dernier point, vous avez sans doute entendu parler du sucré à côté du salé, comme disent les journalistes, c'est-à-dire de la pension minimale à 1 000 €. C'est une promesse du président de la République. En gros, ça serait une pension minimale à 1 000 € pour les personnes qui ont une carrière complète et qui sont à taux plein. Concrètement, ça veut dire que les 20% de retraités les plus modestes n'en verraient pas la couleur, qu'il y a des personnes pour qui ça ferait un gain de 100, 200, 300 €, 8, 9, 10% peut-être. Il y a des personnes pour qui ça ne ferait pas un gain, parce qu'en fait, elles toucheraient la même somme, mais beaucoup plus tard. Il y a des gens qui sont déjà au minima de pension, ou pas loin, à 1 000 € à 62 ans, on leur dirait c'est 65. Et donc, il y a vraiment un effet de com' un peu gênant. C'est-à-dire qu'on dit, y compris dans les tracts législatifs, c'était 1 000 € pour tous minimum. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est envisagé. Parce que si c'était ça, franchement, ça serait un gros progrès. Et là, en fait, c'est les gens qui aujourd'hui sont à 850 seraient passés à 1 000, et puis des gens qui sont à 500 resteraient à 500. Bon ben, merci Michael, on va clore cette séquence, bravo.